Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai taquiné mon neveu pendant un mois jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il s'en prenne à moi. Je m'appelle Margot et j'ai 41 ans. Je suis mariée à Victor qui a 50 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous vivons toujours dans une grande maison à Florianopolis, une ville magnifique, ce paradis. Victor travaille beaucoup, il voyage souvent et gagne bien sa vie, mais il n'est jamais à la maison. Je suis donc une femme qui cherche toujours à s'épanouir ailleurs. Notre mariage a toujours été heureux, mais parfois je me sens seule, surtout le soir quand il est absent. C'est alors que ma sœur m'a demandé un service. Son fils Noël avait besoin de passer un mois à Florianopolis pour préparer un examen militaire. Victor, généreux et gentil comme il est, a immédiatement accepté. Quand Noël est arrivé, j'ai été surprise de voir à quel point il avait grandi. Ce n'était plus le garçon que je connaissais. À 20 ans, c'était un très beau jeune homme. « Tu es si beau et si fort, tu dois être très populaire auprès des filles », ai-je plaisanté. Il a ri nonchalamment et a répondu qu'il était trop occupé à s'entraîner et à étudier pour penser aux filles en ce moment. Je trouvais amusant de le voir si concentré et sérieux, mais en même temps, je sentais grandir en moi un sentiment étrange. Il semblait différent des autres garçons de son âge et cette différence attirait mon attention. Cette semaine-là, Victor a dû voyager pour le travail, ce qui signifiait que j'étais seule avec Noël à la maison. J'avais déjà commencé à attendre ma chance pour attirer son attention. Il y avait un plan que lui ignorait. Je mettais en œuvre quelque chose de nouveau et d'excitant qui me rendait impatiente de voir ce qui allait se passer en l'absence de Victor. Le premier jour, j'ai décidé de préparer un déjeuner simple. En remuant la casserole, j'ai réalisé que j'étais plus nerveuse que d'habitude. La présence de mon neveu, maintenant un jeune homme, me mettait un peu mal à l'aise, même si je ne voulais pas l'admettre, peut-être par curiosité. Quand Noël est entré dans la cuisine pour m'aider, j'ai remarqué qu'il essayait d'être aussi poli que possible, mais il était clair que son regard ne pouvait s'empêcher de s'attarder sur moi. Je portais un short court et un débardeur léger, une tenue que je trouvais confortable pour la maison. Je trouve cette tenue excessive. Je m'excuse si c'est le cas. J'ai juste l'habitude d'être plus à l'aise et décontractée à la maison, ai-je dit nonchalamment en mettant la table. Surpris par la question, Noël a souri et a dit « Non, tante, tu es très bien, ne t'inquiète pas ». La conversation pendant le déjeuner était détendue. Nous avons parlé de l'examen qu'il préparait et il m'a parlé de son programme d'entraînement. J'ai alors mentionné qu'il était très fort et en pleine forme, le genre de personnage qu'on ne voit qu'à la télévision. Il a ri pour le compliment en disant qu'il s'entraînait vraiment et m'a demandé « Tante, as-tu fait de l'exercice ? Tu as l'air d'être en pleine forme. » J'ai répondu en riant « Rien de spécial. J'ai toujours été comme ça et j'ai le talent que ton oncle apprécie. » Mais les choses ont commencé à changer et mon neveu semblait de plus en plus attentif. Il était très respectueux de ce que je faisais, alors il ne m'a rien dit. Les jours se sont écoulés paisiblement cette semaine-là. Victor était toujours en voyage et je suis devenue de plus en plus curieuse de savoir comment j'allais séduire Noël. Un après-midi, après le déjeuner, j'ai décidé de faire la vaisselle et j'ai demandé à Noël de m'aider. Il est entré dans la cuisine avec cette attitude calme et timide, prêt à faire tout ce qui était nécessaire. « Veux-tu essuyer la vaisselle ?» lui ai-je demandé en lui tendant un torchon. Il a accepté et a commencé à travailler à côté de moi. Pendant que nous faisions la vaisselle, la conversation était banale, rien de spécial. Nous avons parlé de choses quotidiennes comme la façon dont il s'adaptait à la vie en ville et comment se passaient ses études. J'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui n'étaient pas couverts et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai délibérément laissé tomber une cuillère par terre en faisant semblant de ne pas savoir ce que je faisais. Je me suis lentement baissée pour la ramasser. En me baissant, je n'avais pas besoin de regarder Noël pour savoir qu'il était nerveux et qu'il fixait ce que je lui montrais. Je me suis relevée, une cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Noël était différent. Il était plus silencieux, peut-être un peu plus nerveux. Il essayait de le cacher, mais je voyais bien qu'il l'était. Ses mains semblaient gênées. « Quelque chose ne va pas ?» lui ai-je demandé avec un sourire. Il me regarda, un peu surpris par la question et répondit rapidement « Rien, tante. »
Je pensais juste à l'entraînement. Je lui ai souri et lui ai dit de ne pas trop s'inquiéter, qu'il se débrouillait bien et que tout irait bien. Nous avons fini la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé. Noël était visiblement mal à l'aise et je le savais, ce qui était exactement ce que je voulais. Ce soir-là, en m'endormant, j'ai repensé à ce qui s'était passé. Ce n'était pas une simple taquinerie, c'était nouveau, peut-être un peu dangereux, mais en même temps, cela m'intriguait. Je voulais voir ce qui allait se passer d'autre. Cette nuit-là, après une journée en apparence ordinaire, une agitation en moi s'est emparée du feu qui s'était accumulé ces derniers jours, devenant impossible à éteindre. Après avoir vérifié que la maison était calme, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Noël pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai entendu dire au téléphone, « On dirait qu'elle me teste. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. » « Je peux tenir, » dit-il d'un ton excité et nerveux. Mes joues se sont empourprées en entendant cela. Je savais que je jouais avec le feu, mais ce qu'il a dit au téléphone m'a fait comprendre que Noël n'était plus le garçon que j'avais connu, mais un homme aux prises avec ses propres désirs. Quelque chose s'est éveillé en moi et ma curiosité a grandi. J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la chambre à ce moment-là. Mais ce que j'avais entendu résonnait sans cesse dans ma tête. Il était évident qu'il était attiré par moi et cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Je suis retournée dans ma chambre mais je n'arrivais pas à dormir. Je me suis retournée dans mon lit, imaginant ce que ce serait si je décidais d'aller un peu plus loin. Une autre nuit où je suis passée devant la chambre de Noël, j'ai encore entendu sa voix au téléphone, « Elle n'arrête pas, mec. Je ne sais pas quoi faire. Rien que de penser à elle, ça me rend fou. » Cette fois, le désir dans sa voix était clair et j'ai su que j'étais sur le point de franchir une ligne. Alors, je suis restée et j'ai écouté. Quand il a raccroché, j'ai attendu quelques minutes avant de partir. J'ai attendu un moment de silence avant de retourner dans ma chambre. Je ne voulais pas précipiter les choses, mais j'aimais l'idée qu'il pensait à moi de cette façon. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit, un sourire aux lèvres, sachant que le jeu ne faisait que commencer. Il ne s'agissait pas seulement de Noël, mais aussi du pouvoir que j'avais sur lui et de la façon dont il me redonnait goût à la vie. Il était temps de voir jusqu'où ce jeu pouvait me mener. Un jour, j'ai décidé de prendre un long bain relaxant. En entrant dans la salle de bain, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma serviette dans la chambre. J'ai souri, sachant que c'était l'excuse parfaite et j'ai appelé Noël d'une voix douce. Je lui ai demandé de m'apporter la serviette qui était sur mon lit. « Tu peux me la prendre ?» ai-je demandé en essayant d'avoir l'air désinvolte. Quand il est arrivé à la porte de la salle de bain, j'ai dit « Tu peux entrer, Noël ? Si je sors comme ça, je vais tremper tout le sol », ai-je dit d'un ton innocent. Il a hésité un instant puis est entré en tendant la serviette sans me regarder directement. J'ai remarqué à quel point il devenait nerveux. Il tremblait presque tout en essayant de garder son sang-froid tandis que je prenais la serviette de ses mains. Nos regards se sont enfin croisés et c'était comme si le temps s'était arrêté. Alors qu'il se retournait pour partir, il a marmonné quelque chose à propos de devoir y aller et je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner un peu. « Merci, chérie. J'espère que je ne t'ai pas dérangé, » ai-je dit doucement. Je me suis appuyée contre le mur, observant l'expression nerveuse de mon neveu et j'ai refermé la porte derrière lui dès qu'il fut parti. Mon cœur battait la chamade et je savais que je l'affectais, mais cela m'affectait aussi. Alors que j'essayais de dormir, j'imaginais ce qui passait dans la tête de Noël à ce moment-là. Luttait-il contre ses propres désirs comme moi ? L'idée qu'il puisse penser à moi de cette façon me faisait sourire. Peut-être était-il temps de franchir la prochaine étape, mais avec précaution, sans aller trop loin. Il était tard et après une journée plutôt calme, j'ai décidé qu'il était temps de voir jusqu'où Noël était prêt à aller. « Il est si tard, Noël, et tu as l'excuse d'aller chercher un verre d'eau. Tu ne veux pas te reposer un peu ?» ai-je demandé d'une voix douce et basse. « Tante, je ne suis pas fatiguée. Je crois que je vais rester encore un peu, » a-t-il dit, essayant de rester calme. Mais je sentais bien qu'il était nerveux. « Alors, je vais me coucher. Si tu as besoin de quoi que ce soit. » Le bruit était assourdissant, comme si la pièce hurlait. J'ai préparé du café d'une main tremblante. Je ne l'ai même pas bu. J'avais juste besoin de m'occuper.
Quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier, je me suis figée et quand il est apparu sur le seuil, les yeux doux, comme s'il allait dire quelque chose, j'ai détourné le regard. Je ne supportais pas l'espoir dans son visage, car l'espoir signifiait qu'il croyait que quelque chose pouvait en découler et je ne pouvais pas le laisser croire ça. Il est resté là un instant à attendre, mais je lui ai gardé le dos tourné, faisant semblant de nettoyer le comptoir qui n'en avait pas besoin. A-t-il dit doucement, on peut. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, l'ai-je interrompu. Ma voix sonnait faux. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Et d'accord, a-t-il dit après un moment. Le silence était pesant. Puis il est parti. Je me suis affalée sur un tabouret, le cœur battant la chamade, l'estomac noué. Que avais-je fait? Pas seulement physiquement, mais d'une manière douloureuse, comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Et maintenant, j'essayais de le refermer avec des mains tremblantes. Le reste de la journée, je l'ai évité. Si je l'entendais à l'étage, je restais en bas. Si j'allais à la cuisine, j'attendais de ne plus entendre de bruit. Je me disais que je le protégeais, mais la vérité était que je me cachais de lui, de moi-même, de ce que nous avions fait. Plus tard dans la soirée, Victor rentra à la maison. Sa valise résonna sur le sol et sa voix résonna dans la maison. Trop normale, trop joyeuse. Cela me donna la chair de poule. Il me caressa la joue. Je tressaillis. Il le remarqua. Je le vis à la façon dont son sourire vacilla, mais il n'a rien dit. Au lieu de cela, il m'a demandé ce que j'avais préparé pour le dîner. J'ai dû me forcer à servir les assiettes, à faire comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas le cas. Rien n'était pareil. Noël est descendu en dernier, plus lentement que d'habitude. Il ne croisait pas mon regard, s'asseyait en face de moi, à peine touché à son assiette. J'ai gardé les yeux rivés sur la mienne tout le temps. Victor a essayé de parler de son voyage, m'a posé des questions, a fait des blagues qui n'ont pas fait mouche. Aucun de nous n'a ri. Après le dîner, Victor est monté à l'étage. Il m'a regardé d'un air méfiant. Tout va bien, ai-je demandé trop vite. Juste fatigué. Il n'a pas insisté, il ne l'a jamais fait. Mais je le sentais. Il apercevait que quelque chose était anormal. Pas assez pour m'accuser, juste assez pour s'interroger. Cette nuit-là, quand Victor a tendu la main vers moi dans le lit, j'ai de nouveau tressailli et dit que j'avais mal à la tête. Il s'est retourné sans un mot, s'est endormi et je suis restée allongée là dans le noir, fixant le plafond, entendant maintenant la tempête qui grondait en moi. Les jours suivants ont été pires. Noël me parlait à peine. Ses yeux, autrefois si pleins d'espoir, étaient maintenant lourds de confusion et d'une autre forme de trahison. Je lui avais laissé croire qu'une porte s'ouvrait, puis je l'avais claquée. Il n'était pas en colère, il n'était pas froid, il était juste blessé et ça me déchirait. J'essayais d'effacer ce souvenir mais chaque pièce murmurait ce que nous avions fait. Le canapé, le couloir, l'escalier, même le miroir de la salle de bain où j'ai aperçu mon reflet sans me reconnaître. Je continuais à vivre comme une ombre de moi-même. La culpabilité m'oppressait constamment, mais la douleur aussi, la douleur de quelque chose qui semblait réel, même si c'était mal. Je ne pouvais en parler à personne, ni à mes amis, ni à mon mari, même pas vraiment à moi-même. Alors, je portais ce parfum comme la culpabilité près de la peau, invisible pour la plupart mais toujours présent. Et Noël est devenu plus silencieux, comme s'il essayait de se protéger du choc de mes choix. Ou peut-être qu'il a enfin vu qui j'étais vraiment. Une femme perdue dans son propre vide, désespérée de trouver quelque chose, même si cela devait la consumer. Le lendemain matin, je ne pouvais pas le regarder. Je me suis réveillée avant le soleil. Je me suis enveloppée dans des couvertures et je suis descendue comme si je tentais d'échapper à ce qui s'était déjà produit. La bougie s'était consumée sur la table. Les coussins du canapé étaient encore enfoncés. La couverture que nous avions utilisée gisait par terre. Tout cela me paraissait assourdissant, comme si la pièce me hurlait dessus. J'ai préparé du café d'une main tremblante. Je ne l'ai même pas bu. J'avais juste besoin de m'occuper. Quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier, je me suis figée. Et quand il est apparu dans l'embrasure de la porte, les yeux doux,
comme s'il allait dire quelque chose, j'ai détourné le regard. Je ne supportais pas l'espoir dans son visage, car espérer signifiait qu'il croyait que quelque chose pouvait en sortir et je ne pouvais pas le laisser croire ça. Il est resté là un instant à attendre, mais je lui ai gardé le dos tourné, faisant semblant de nettoyer le comptoir qui n'en avait pas besoin. A-t-il dit doucement, on peut. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, l'ai-je interrompu. Ma voix sonnait faux, serrée, coupée. Il a marqué une pause. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas, d'accord, dit-il après un moment. Un silence douloureux. Puis il s'éloigna. Je m'affalai sur un tabouret, le cœur battant la chamade, l'estomac noué. Que avais-je fait? J'avais mal partout, pas seulement physiquement, mais d'une douleur sourde et lancinante, comme si quelque chose s'était brisé. Et maintenant, j'essayais de l'enfouir. Le reste de la journée, je l'évitais. Si je l'entendais à l'étage, je restais en bas. Si j'allais à la cuisine, j'attendais de ne plus entendre de bruit. Je me disais que je le protégeais, mais la vérité, c'est que je me cachais de lui, de moi-même, de ce que nous avions fait. Plus tard dans la soirée, Victor rentra. Sa valise tomba lourdement sur le sol et sa voix résonna dans la maison. Trop normale, trop joyeuse. Cela me donna la chair de poule. Il me caressa la joue. Je tressaillis. Il le remarqua. Je le vis à la façon dont son sourire vacilla. Mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il me demanda ce que j'avais préparé pour le dîner. J'ai dû me forcer à continuer, à servir les plats, à faire comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas le cas. Rien n'était pareil. Noël arriva en dernier, plus lentement que d'habitude. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Assis en face de moi, il a à peine touché à son assiette. J'ai gardé les yeux rivés sur la mienne tout le temps. Victor commença à parler de son voyage. Il m'a posé des questions sur l'école, a fait des blagues qui n'ont pas fait mouche. Aucun de nous n'a ri. Après le dîner, Victor monta à l'étage. Il me regarda d'un air soupçonneux. Tout va bien, répondit-il trop vite. Juste fatigué. Il n'a pas insisté. Il ne l'a jamais fait mais je le sentais. Il avait l'impression que quelque chose clochait. Pas assez pour m'accuser, juste assez pour s'interroger. Ce soir-là, quand il tendit la main vers moi dans le lit, je dis que j'avais mal à la tête. Il s'est retourné sans un mot, s'est endormi et je restais là dans le noir à fixer le plafond, à entendre la tempête qui grondait en moi maintenant. Les jours suivants furent pires. Noël me parla à peine. Ses yeux, autrefois si pleins, étaient maintenant lourds de confusion et d'une autre forme de trahison. Je lui avais donné quelque chose pour ensuite le lui reprendre. Je lui avais laissé croire qu'une porte s'ouvrait, puis je l'avais claquée. Il n'était pas en colère, il n'était pas froid, il était juste blessé et cela me tuait. J'essayais d'effacer ce souvenir mais chaque pièce murmurait ce que nous avions fait, le canapé, le couloir, l'escalier, même le miroir de la salle de bain où j'ai aperçu mon reflet sans la reconnaître. Je continuais à vivre comme une ombre de moi-même. La culpabilité pesait constamment sur moi, mais la douleur aussi, la douleur de quelque chose qui semblait réel, même si c'était mal. Je ne pouvais en parler à personne, ni à mes amis, ni à mon mari, ni même à moi-même en réalité. Alors, je portais ce parfum semblable à la culpabilité près de la peau, invisible pour la plupart mais toujours présent.